Nouvel épisode du Bonheur c'est les autres avec Denis Cosnard. Bonjour Denis. Bonjour. Denis, vous êtes journaliste. Oui. Vous êtes journaliste depuis pas mal d'années maintenant. Vous avez d'abord été journaliste aux Échos, qui est un grand quotidien économique. Et depuis un peu moins de 10 ans, 7 ans je crois. Non, une douzaine d'années. Une douzaine d'années au Monde, et en particulier au Monde des livres. Oui. Alors, moi je vous connais par un livre qui s'appelle Le Paris de Pérec. Mes amis savent à quel point j'aime Pérec, et depuis longtemps. Et moi je conseille déjà, avant même de vous entendre dans mon podcast, je conseille à tout le monde de lire ce livre, Le Paris de Pérec, qui est paru aux éditions Parigramme, et qui est à la fois textuel mais aussi avec beaucoup de photos. Oui. Il y a beaucoup de photos et c'est une espèce de périple magnifique à travers Paris. Moi qui ne suis pas un Parisien, moi qui suis un provincial à la base, j'ai adoré ce Paris de Pérec. Et en plus j'ai la chance d'habiter là où le livre débute et là où le livre se termine, c'est-à-dire dans le quartier de Belleville concrètement. Enfin non, un petit peu dans le haut de Belleville, mais en tout cas c'est là où a habité quand il était tout petit Georges Perec, et là aussi où il a fini. D'ailleurs le livre commence par là et se termine par là. Qu'est-ce que je peux dire de plus de vous, Denis Cosnard ? C'est parfait. Une excellente présentation, merci. Ouais, je vous en prie. Merci à vous de m'accueillir. Avec plaisir. Si je vous demande comme ça, spontanément, c'est quoi pour vous le bonheur ? C'est quoi la définition que vous donnez au bonheur ? Oh là, moi j'ai pas de définition du bonheur, ça pourrait juste être un but, voilà, être heureux. Qu'est-ce que c'est que réussir sa vie ? C'est essayer d'être un peu heureux et puis de rendre les autres heureux, voilà. Le bonheur, c'est les autres, c'est pas toujours les autres, pas tout le temps, pas tous les autres, mais quand même, voilà, on essaie de faire société, on vit en société, donc on essaie de faire société, voilà, on essaie de se glisser dans cette communauté. Les bonheurs individuels s'inclinent devant un bonheur collectif, ou ça ne se présente pas comme ça ? On essaie de conjuguer les deux, c'est évidemment toujours compliqué, on voit bien à chaque jour combien c'est difficile d'avoir un bonheur individuel s'il n'y a pas un peu de bonheur collectif. Denis, quel souvenir heureux de votre enfance remonte spontanément à la surface ? Un des souvenirs les plus heureux comme ça, qui ressurgit aujourd'hui, puisqu'on parle de Georges Perec, c'est ma découverte de Georges Perec. J'étais en troisième, notre prof de français nous avait mentionné, nous avait dit qu'il y avait un bouquin qui venait de sortir, c'était en 78, La vie mode d'emploi, et il nous avait dit qu'il nous avait vraiment conseillé de le lire, et moi j'en ai parlé à mes parents. Mon père, quelques jours plus tard, je vivais en province et il allait à Paris, donc il a acheté La vie mode d'emploi au kiosque de la gare, et entre la gare et puis Paris, pendant les quelques heures de trajet, il a commencé La vie mode d'emploi et il a continué à le lire au retour, et à son retour il nous a dit mais ce livre est extraordinaire, il est prodigieux, il est drôle, il est intelligent, il est merveilleux, lisez-le. Et donc en enfant discipliné, on a lu nous aussi ce livre, et donc c'était une lecture collective, familiale, on s'est tous retrouvés dans ce livre, on a tous trouvé que ce bouquin était quand même complètement dingue, assez hors norme, et voilà, prodigieux et sympathique. Et donc on faisait ce qu'on appelait des meetings familiaux. À l'époque, on était sur le lit de mes parents, il y avait mon père, ma mère, mon frère et moi, et je me souviens qu'on jouait à lire La vie mode d'emploi. Dans La vie mode d'emploi, c'est un roman, mais il y a aussi des jeux, des énigmes, des mots croisés, des petites choses comme ça, très originales. Et donc on essayait de résoudre les énigmes, par exemple, collectivement, on se lançait des défis les uns aux autres. Et voilà, ça c'était un petit moment de bonheur avec mes parents, mon frère, voilà, dans le cocon familial, sur le lit familial, qui est lié à Pérec, lié très intimement à Pérec, et qui fait partie des moments de bonheur, oui. Et au-delà de Pérec était extraordinaire, et j'imagine que ensuite vous avez découvert tous les autres livres, mais au-delà de Pérec, vous vous êtes intéressé au mouvement Oulipo et aux autres auteurs du mouvement Oulipo, notamment Queneau et d'autres ? Oui, bien sûr. Lisant La vie mode d'emploi, je me suis dit, mais ce roman est dingue, mais sans doute l'auteur mérite qu'on s'y intéresse. Donc j'ai commencé à lire effectivement tout ce qui me tombait sous la main, tout ce que je pouvais trouver de Georges Perec, et de fil en
en aiguille, effectivement, j'ai vu qu'il était membre de l'Oulipo, cet ouvroir de littérature potentielle, effectivement, créé par François Le Lyonnais et Raymond Queneau. Et visiblement, c'était un truc important pour lui, donc j'ai acheté aussi les livres, les quelques livres de l'Oulipo qui existaient à l'époque. Et puis j'ai commencé à lire quelques auteurs de l'Oulipo et je suis resté assez fidèle en fait à ces lectures de jeunesse, fidèle à Georges Perec auquel j'ai consacré ce livre tout récemment, et fidèle aussi aux autres auteurs de l'Oulipo. Je continue à lire Queneau, il y a un très bon livre sur Queneau à la peinture là, qui sort cette semaine je crois, que je viens de lire. J'aime beaucoup les livres d'Hervé Le Tellier qui est le président actuel de l'Oulipo, donc voilà, c'est vrai que les livres qu'on lit comme ça adolescent impriment une marque souvent indélébile sur notre vie. Alors, ça va faire écho à ce qu'on vient de se dire. C'est quoi le livre, le film ou la pièce de théâtre, ou bien encore l'auteur qui vous a marqué de façon indélébile? Alors l'auteur, c'est... Voilà, vous nous l'avez déjà dit, mais c'est quoi le livre, le film ou la pièce de théâtre qui vous vient comme ça spontanément, et pourquoi? Alors j'ai beaucoup de livres qui m'ont marqué. Il y a ceux de Georges Perec évidemment, ceux de Patrick Modiano aussi que j'ai découvert à peu près à la même période, et donc ça ce sont deux auteurs qui m'ont marqué. Un des livres qui m'a peut-être le plus marqué dans l'œuvre de Georges Perec, au-delà de La vie de mode d'emploi, c'est W ou le souvenir d'enfance, son autobiographie que j'ai lu donc assez jeune aussi, et dans lequel j'ai découvert, c'est un livre très spécial, très, très, très étonnant, parce que c'est une autobiographie très atypique, avec une alternance de chapitres purement autobiographiques et puis de chapitres de fiction, donc c'est très, très surprenant, très déstabilisant pour le lecteur, et moi ça a été la façon finalement dont j'ai découvert beaucoup de choses sur Paris, sur une enfance juive, sur la Shoah. Ça a été un de mes... Pas vraiment un choc, mais une lecture très déterminante. C'est un des points communs qu'il y a avec Modiano, mais donc pourquoi vous étiez particulièrement sensible à cette question ? Il y a eu des gens dans votre famille qui en ont souffert, ou simplement parce que... Non, pas du tout. Pas du tout. Moi, je suis pas du tout. J'ai pas du tout de racines juives, mais je pense que cette tragédie qu'ont vécu les Juifs est une tragédie universelle, pas uniquement pour les Juifs. Oui. D'ailleurs, il n'y a pas eu que des Juifs. Bien sûr, elle concerne l'être humain. En général, et voilà, cette enfance, Shoah, c'est un mot abstrait, qui n'existait pas d'ailleurs, et qui n'existait pas à l'époque, évidemment, qui a été inventé plus tard. Mais quand on lit un livre comme W ou le souvenir d'enfance, voilà, on a une histoire vécue, concrète, à hauteur d'hommes, d'enfants, même de petits garçons, qui vit ici, là, tout près d'ici, rue Villain, qui dévale la rue Villain jusqu'à descendre sur le boulevard de Belleville, qui s'amuse, qui a une enfance, voilà, pas malheureuse dans les toutes premières années de sa vie, et puis tout d'un coup arrive la guerre et l'histoire avec sa grande hache, comme disait Perec, et tout est fracassé. Et oui, ça m'a vraiment, c'est un livre qui m'a frappé évidemment. Ouais. Et la rue Villain, d'ailleurs, on s'est retrouvé tout à l'heure, on devait se retrouver en tout cas. C'est une rue qui est quasiment disparue aujourd'hui. Elle existe encore un peu, il y a un tout petit bout qui existe. Oui. Mais c'était une rue très longue et insalubre en fait. C'était là où se retrouvaient tous les juifs venant des pays de l'Est, de Pologne en particulier, qui s'étaient retrouvés là. C'était une sorte de reconstitution du ghetto, on va dire, à Paris. Denis, de quoi ne voudriez-vous jamais vous priver ? Sous-entendu, pour être heureux. D'amour, évidemment. Ça, sans amour, on n'est rien du tout, comme dit la chanson. Donc évidemment, pas d'amour, ne jamais être privé d'amour, et voilà, accessoirement, ne jamais être privé de livres si c'était possible, parce que moi j'y puise énormément, effectivement, dans la lecture. La lecture, ça permet quand même de comprendre tellement de choses, d'être ému évidemment, mais de comprendre tellement de choses aussi de la vie qui passe. Voilà, donc deux choses essentielles. Donc ne jamais se priver d'amour et ne jamais se priver de livres. Donc on ne vit pas d'amour et d'eau fraîche, mais on vit d'amour et de livres. Et d'un peu d'eau fraîche aussi. Et d'un peu d'eau fraîche aussi. Alors je suis particulièrement heureux de vous poser cette question que je ne posais pas au début de ce podcast et que je pose depuis quelques semaines. C'est quoi le mot de la langue française que vous préférez et ou
le mot auquel vous pensez à l'instant T, là où on se retrouve là, à l'instant? Alors prolégomène, c'est pas mal ça, vous m'y avez fait penser, voilà, j'aime bien les préliminaires, j'aime bien les prolégomènes, j'aime bien des mots comme ça qui sont assez doux, antépénultième dans le même genre, est un mot comme ça un petit peu compliqué, c'est un peu ça peut servir de mot de passe, l'antépénultième, c'est d'ailleurs le titre, je crois, d'un poème de Raymond Queneau. Voilà, des mots comme ça qui peuvent être à la fois très simples et un tout petit peu retors. Est-ce que vous doutez souvent dans l'existence? Et si oui, est-ce que vous doutez plutôt de vous ou plutôt des autres? Ah oui, je doute en permanence. J'aime les gens qui doutent, comme disait Anne Sylvestre, et moi-même je doute. Si j'ai choisi d'être journaliste, c'est bien d'ailleurs parce que je doute, je n'ai rarement des opinions très arrêtées. Et j'aime rencontrer les autres, essayer de croiser les regards, croiser les points de vue, entendre ce que disent les uns, les autres, la majorité, l'opposition, ce qu'on appelle les contrariants. Oui, je doute en permanence et évidemment je doute beaucoup de moi-même. Il y a des cas où je suis à peu près sûr, mais rien suffit à me faire douter. Est-ce que vous avez remarqué que le doute, qui est quand même l'un des moteurs, l'un des constituants du débat, puisque vous venez de le dire, il est de moins en moins présent dans la population. On voit de plus en plus des gens qui veulent marteler leurs certitudes et qui veulent opposer leurs certitudes à celles qu'ils ont en face d'eux. C'est-à-dire qu'en fait, est-ce que vous estimez pas justement que le doute est en train de disparaître? Oui, c'est vrai que dans le débat public, on a l'impression toujours que peut-être est-ce un biais un peu des médias d'ailleurs, de donner le sentiment que tout le monde est très sûr de lui. Et en fait, je crois que quand la carapace médiatique se fendit, on sent que les gens doutent, même les dirigeants politiques, ils sont capables de vous dire noir un jour et puis le lendemain de dire en fait non, la situation est un peu plus grise que ça. Mais c'est vrai que dans le débat public, on a des choses très bicolores, quoi, du blanc, du noir, et pas tellement de nuances ou de doutes qui seraient pourtant si profitables à ce que émerge un peu de consensus de temps en temps. Est-ce que c'est pas un des éléments justement d'identification d'une dictature ou d'un régime autocratique, quand on voit des gens comme Trump, comme Poutine, comme Erdogan, comme à un moment donné Bolsonaro, comme aujourd'hui le Premier ministre ou le président, je sais pas, le Premier ministre je crois en Argentine, c'est des gens qui ne doutent pas, en tout cas qui à aucun moment ne veulent montrer leurs failles ou leurs doutes. Oui. On est bien d'accord là-dessus? On est d'accord. Pour quel défaut de vos contemporains vous avez le plus d'indulgence? Globalement, je suis très indulgent pour beaucoup de défauts, sauf peut-être pour les gens qui ont trop de certitudes, effectivement, de certitudes trop affirmées, parce que voilà, les certitudes d'un jour sont tellement variables que voilà, vraiment, je pense qu'il faut être capable de douter et voilà, mais sinon je suis extrêmement indulgent et tolérant. Je pense que c'est l'essentiel enfin, si on veut vivre en société, c'est ça. Il faut quand même qu'on puisse entendre. On a tous 1000 défauts, donc il faut qu'on accepte les défauts des autres. Je vais aller un peu plus loin dans la question. Quelle est votre position par rapport à quelqu'un qui ment? Est-ce que le mensonge, vous êtes indulgent avec le mensonge? Et est-ce que vous êtes indulgent dans toutes les situations où il y a des situations où le mensonge est tolérable? Bien sûr, le mensonge est tolérable. Tout le monde ment. Ça vous est arrivé de mentir, sans doute. Oui. Eh oui, bien plus sûr. Qu'à mon tour. Moi aussi, ça m'est arrivé rarement, mais de temps en temps. Bien sûr, le mensonge fait partie de la vie, mais voilà, faut pas se faire prendre. Et deux, faut l'avouer ensuite. C'est juste ça. Le mensonge, c'est une solution qui n'est tolérable que quand ensuite on découvre que on reconnaît le mensonge. Mensonge, voilà. Moi, je suis pas hyper tolérant avec le mensonge qui est répété.
et qui est trop dur, Alors qui n'est pas assumé. ou qui n'est pas assumé, bien sûr. Un petit mot pour nos auditeurs, on est désolé pour le bruit environnant, mais entre le percolateur et les bruits environnants, on est un petit peu désolé. Ensuite, le mensonge, c'est finalement le fondement de la fiction, le fondement du roman. Ouais. Donc voilà, je suis tolérant au mensonge quand il nourrit l'imagination finalement. Et la fabulation. Et la fabulation, et voilà, dans les romans, on peut tout à fait mentir. On est un pays globalement pessimiste, on est un des pays les plus pessimistes du monde. Je crois qu'on est le 3e plus pessimiste, juste avant l'Afghanistan et peut-être la Somalie ou un truc comme ça. Donc on peut aussi séparer la population, c'est un peu artificiel, mais entre les gens qui sont optimistes et pessimistes, parce qu'on peut être optimiste à un moment donné et devenir pessimiste inversement. Mais vous, qu'est-ce qui vous rend... Ah, d'abord, est-ce que vous êtes foncièrement quelqu'un d'optimiste? On vous reconnaît comme tel. Et qu'est-ce qui vous rend optimiste pour l'avenir? Oui, moi j'ai toujours tendance à voir plutôt la lueur d'espoir, la lueur au bout du tunnel, et le verre plutôt à moitié plein, plutôt optimiste. Mais je reconnais qu'il y a tellement de raisons d'être pessimiste, entre effectivement la crise climatique, la montée des extrêmes en France, les risques qu'on se retrouve avec à la fois Poutine, Trump et Marine Le Pen en France au pouvoir. Oui, tout ça a de quoi rendre franchement inquiet. Donc je comprends parfaitement que beaucoup de gens soient pessimistes, ne voient pas l'avenir qui puisse les motiver. Mais en même temps, tant que tout ça n'est pas là, il y a des raisons de s'engager, d'agir pour faire en sorte que le pire n'arrive pas. Ce matin même, j'ai eu un dialogue avec un ancien bouquiniste qui est devenu libraire, et on se disait que finalement ces années 20, presque ces années 30, ressemblent énormément, avec des personnages différents, et ressemblent énormément à ce qui s'est passé dans les années 20, 30, au XXe siècle. C'est vrai que la période actuelle peut rappeler ce qui s'est passé dans les années 30, avec une sorte de montée des périls, radicalisation, une droitisation de l'ensemble du pays, et que quelqu'un comme Éric Zemmour rappelle étrangement des intellectuels qui avaient viré effectivement très, très à droite dans cette époque des années 30. Faut pas non plus se dire qu'on est un siècle plus tôt, et que ce qui s'est passé il y a un siècle va se reproduire. Heureusement, on sait justement, on a ce recul, on sait ce qui s'est passé, on sait par exemple ce qui est arrivé à la famille de Georges Perec, on sait à quoi a conduit tout ce qui s'est passé dans ces années 30 si délétères. Donc voilà, cette histoire qui a abouti à cette tragédie de la guerre, de cette guerre mondiale épouvantable, de ces millions de morts, doit nous appeler à la vigilance évidemment, et à ne pas répéter les mêmes erreurs. Alors Denis Cosnard, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter tout simplement à titre personnel pour les prochains mois? Est-ce que vous êtes sur l'écriture d'un nouveau livre? Quels sont vos projets? Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Eh bien écoutez, souhaitez-moi beaucoup de bonheur évidemment. Donc beaucoup d'amour et beaucoup de livres. Beaucoup de bonheur, beaucoup de livres, ça il n'y a pas de problème, j'en lis, j'en reçois et j'en lis énormément. Beaucoup d'amour, j'en ai toujours. Et puis oui, je suis en train d'écrire un nouveau livre. On peut savoir sur quoi, biographie sur une femme de ma famille dont le destin a basculé dans les années 1910. Et voilà, j'essaie de creuser, de comprendre. C'est un livre où la petite histoire s'entrechoque avec la grande. Et je vais essayer de raconter ça et de mener l'enquête. Eh bien, on a hâte. On vous souhaite tout ça, plein de bonheur, donc plein d'amour et plein de livres. Et on vous remercie, Denis Cosnard. Merci beaucoup. Au revoir.